Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre en Bretagne pour le deuxième épisode consacré à la filière laitière bio européenne. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent, ces 3 épisodes sont réalisés en partenariat avec le CNIEL dans le cadre de la campagne de communication cofinancée par l'Union européenne et qui s'appelle « Prenez en main la bio ». Après avoir découvert dans le premier épisode le quotidien d'Apolline, éleveuse laitière engagée en bio, je vous propose maintenant de partir à la rencontre de William Fouché, responsable grand compte chez Eurial, la branche lait de la coopérative Agrial. Eurial est en charge de collecter le lait d'Apolline, de le transformer en fromage ou en yaourt par exemple, puis de le vendre aux grandes surfaces, aux grossistes ou à la restauration collective. Apolline m'a accompagnée dans l'épisode pour qu'elle puisse elle aussi poser toutes ses questions sur ce que devient son lait une fois qu'il a quitté sa ferme. Dans cet épisode, William nous explique ce qu'est une coopérative, institution méconnue et pourtant incontournable de la production agricole. Il nous dit tout sur la transformation du lait et ses débouchés. Bonne écoute! Bonjour William, bonjour Apolline. Bonjour Louise. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On est sur l'exploitation d'Apolline. L'épisode d'avant, on a discuté avec Apolline de ce qu'était l'élevage de vaches laitières en bio. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir William qui va nous expliquer la suite de ce que devient ce lait bio. William, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, donc moi en fait je représente la société Eurial. Je suis chef de région sur la Bretagne, Normandie, les Hautes-des-Pays de la Loire. Et j'ai aussi une fonction de grand compte sur une partie du national. Ok, Eurial, c'est quoi ? Eurial, c'est une coopérative laitière qui fait partie de la branche lait, enfin c'est la branche lait du groupe Agrial. Ok, Voilà. qui est elle-même une grosse coopérative. Qui est la deuxième plus grosse coopérative de France, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Très bien. On parlera après de ce qu'est une coopérative et de ce qui est le rôle d'une coop. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le déclic pour toi de travailler dans le monde agricole ? Alors le monde agricole, déjà moi je le suis depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que j'ai des grands-parents qui étaient agriculteurs. J'ai toujours aimé en fait ce côté proche de la terre, transformation et autres. Je suis moi-même déjà cuisinier de métier, donc j'aime travailler la matière et les produits. Et donc la logique était que j'aille aussi dans ce sens-là, notamment à travers une coopérative. T'es passé de cuisinier à commercial. C'est ça, ouais. Impressionnant. Et alors, tu peux nous dire quel est concrètement ton rôle, c'est quoi chez Eurial et qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors chez Eurial, je dois en fait distribuer mes produits auprès des grossistes en région. C'est-à-dire que tous mes produits en fait chez les grossistes nationaux ou même indépendants sur mon secteur, je leur propose mes produits pour qu'ils puissent les vendre soit aux hôtels-restaurants, tout ce qui est collectivité, lycée, collège, etc. Et tes produits, du coup, c'est yaourt, lait, Alors crème. moi, j'ai uniquement que 2 produits sur le bio, sur le service RHD dont je fais partie. C'est uniquement le camembert en portion entier, en portion et en entier. Voilà. Ok. Mais pourquoi ce choix des camemberts ? C'est original, en petite portion, en bio. Pourquoi ce produit-là spécifiquement ? Simplement parce que le produit, il est présent en GMS. Et pour éviter de la multiplication de produits et que ce soit aussi plus simple en termes de commercialisation, c'est un produit qu'on a aussi mis en place en RHD. Donc on a uniquement ce produit-là aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aussi on veut développer autre chose demain, parce qu'il y a une vraie attente sur d'autres produits bio sur la restauration hors foyer. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la restauration, les cantines scolaires, par exemple, elles bénéficient des produits grande surface qui sont un peu adaptés, mais elles n'ont pas une offre dédiée pour elles. C'est ça, en fait, au final. Aujourd'hui, on est dans ce cas de figure-là. Ouais. Ouais. On doit faire des développements à proprement dit pour notre service. Voilà. C'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'il y a Oui, déjà vos c'est axes des bonnes de nouvelles développement. pour tous, quoi. Très bien. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une coopérative ? Une coopérative, en fait, c'est une entreprise qui est créée par les agriculteurs. Tout simplement pour collecter, notamment là, ce qui nous concerne, collecter le lait et le transformer, le valoriser au mieux pour l'ensemble des adhérents.
Ok, donc du coup, la COP, par exemple, elle vient récupérer le lait bio d'Apolline. Ensuite, elle le transforme en yaourt, enfin, elle le garde en lait ou elle le C'est transforme ça, en c'est-à-dire yaourt, en beurre. qu'on collecte le lait, ensuite on l'emmène vers des points de transformation qui sont des usines sur lesquelles on va le transformer soit effectivement en ultra frais avec des yaourts ou en fromage ou tout ce qui est dérivé. Quand tu dis que ça a été créé par des agriculteurs, Apolline, tu as quel lien, toi, avec ta COP aujourd'hui? Comment ça se passe, la relation avec ta COP? Eh bien, moi, en fait, quand je suis revenue à la ferme, on était déjà en coopérative. Donc, j'ai été un petit peu bercée par cet esprit coopérateur depuis que je suis toute petite. J'ai un papa qui est convaincu par la volonté de travailler ensemble pour un objectif commun. On est représenté par des administrateurs qui font voter en fait le souhait des territoires et des adhérents agriculteurs. Et on a tous, enfin moi j'ai des parts sociales en fait chez Agrial et du coup j'ai quand même une voix qui compte dans l'entreprise, quoi. Et pour un agriculteur, c'est quoi l'avantage de passer par une COP? Eh bien, pour moi, l'avantage, c'est que qu'on est au fait de tout ce qui se passe, on est maître des choix de transformation, de marque. Là, nous, je vais prendre un exemple concret, hein. Notre marque de yaourt à la coopérative, on en est grand acteur. On a eu régulièrement des invitations pour participer dans des clips, dans des publicités, etc. On participe régulièrement aux animations en magasin grande surface où il y a un agriculteur pour l'aspect pratique et terrain où on a un contact direct avec les consommateurs sur les produits qu'on fabrique, quoi. Et j'imagine pour toi aussi, c'est que l'avantage, c'est que tu t'occupes pas de toute la partie transformation et commercialisation. Tu t'occupes de produire le lait et ensuite tu fais la passe à la COP qui s'occupe du reste. Voilà, complètement. Le gros avantage, c'est que du coup, on sous-traite complètement tout ce qui est aspect marketing, communication et commercialisation des produits, qui demandent des compétences particulières qui ne sont pas les nôtres. Et ça nous permet d'avoir nos produits aujourd'hui référencés dans tous les magasins de France et dans quasiment toutes les grandes enseignes. Et c'est quand même un atout particulier, quoi. Et William, combien il y a d'agriculteurs adhérents à Eurial et est-ce qu'ils sont vraiment entendus et est-ce qu'ils ont vraiment un pouvoir de décision dans la stratégie de la coopérative? Les agriculteurs ont effectivement un pouvoir de décision parce qu'ils font partie en fait du comité de direction dans la coopérative sur lequel ils sont élus et ils sont tous donc agriculteurs et donc une voix égale un adhérent. Donc c'est ça qui est bien et effectivement ils ont leur mot à dire parce qu'ils ils font partie intègre de l'entreprise et puis c'est eux aussi qui donnent la voix de demain sur toutes les décisions qui sont prises au niveau du groupe. Donc ils ont une grosse importance, ouais. Et sans eux, de toute façon, on ne serait pas là. J'aimerais reparler du circuit du lait bio. Du coup, William, c'est la question de l'auditeur. C'est Elsa qui demande concrètement, une fois que Apolline elle a tiré le lait de ses vaches, qu'est-ce qui se passe? Qui vient collecter? À quel rythme? Où part le lait? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors, le lait, il est collecté directement à la ferme à travers en fait nos propres camions qui viennent collecter le lait pour l'emmener soit vers un point de traitement pour assembler l'ensemble du lait et ensuite le dispatcher vers les différentes usines par rapport aux orientations du lait et les besoins nécessaires. Et ensuite, il est transformé sur site par rapport aux demandes et aux attentes des consommateurs. Ok, très bien. Et du coup, à qui vous vendez le lait ensuite? Le lait bio d'Apolline, à qui il part? Alors le lait bio qui est transformé, il va être soit vendu auprès des grandes surfaces, ce qu'on appelle la GMS, donc à travers des produits qui peuvent être des yaourts ou d'autres, mais c'est principalement ça aujourd'hui. Et puis sur mon secteur à moi, tout ce qui est restauration hors foyer, ça va être vendu sous forme de camembert, où on le propose, comme je le disais tout à l'heure, soit en portion ou en entier. Et là, notamment pour la restauration collective principalement. Voilà, parce que c'est un produit attendu sur lequel ils ont un engagement là-dessus, notamment avec la loi Egalim qui est en place depuis le 1er janvier 2022. Oui, qui les oblige à avoir un certain Oui, pourcentage de... On en parlera demain. On voit Fabrice qui est chef cuisinier dans une cantine scolaire, donc on en parlera avec lui, mais la loi Egalim les oblige à avoir une part de bio dans les menus, c'est ça? C'est ça, ça représente 20% en fait au niveau des attentes du bio. Donc on répond à travers ce produit-là sur au moins une partie de ce qu'ils peuvent avoir en proposition.
Et ça m'amène à la minute économie du podcast. Comment vous négociez les prix? Parce que d'un côté, vous appartenez, la COP appartient aux agriculteurs et aux éleveurs, donc elle se doit de les rémunérer correctement, enfin, puisque en plus les éleveurs décident en partie, il y a quand même un sujet là-dessus. Et à la fois, il faut avoir un prix compétitif pour les clients à qui toi tu vends tes produits au moment des négociations. Comment vous faites pour trouver cet équilibre? C'est un peu de la schizophrénie, quoi, d'avoir les agriculteurs en interne, de dire qu'il faut bien les rémunérer, en même temps, il faut un prix compétitif pour les clients. C'est vrai que c'est pas si évident que ça, mais après c'est un jeu d'équilibre qui se fait déjà parce que je pense que nous c'est assez raisonné parce que dans le sens où on est une coopérative, on arrive quand même à travers les élus agriculteurs à trouver des compromis et s'accorder sur les tarifs du lait. Et puis après aussi sur le deuxième temps, c'est la transformation aussi qui est aussi rémunérateur. Oui, qui ajoute de la valeur ajoutée. Voilà, exactement, et c'est aussi le but de la coopérative. De pouvoir collecter et transformer pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Ouais. Apolline, est-ce que le fait que tu sois intégrée dans une COP pendant la crise qu'on est en train de traverser là, avec l'inflation, tu t'es sentie un peu protégée ou pas tant que ça? En fait, nous, on a l'avantage de la production de lait bio, c'est qu'on est quand même un petit effectif. Et en fait, chez Agrial, on représente un peu plus de 300 producteurs. Mais du coup, on est très proche en fait de pas de nos responsables, mais du métier lait bio qui nous aiguille et puis qui nous dirige un petit peu, quoi. Du coup, c'est assez facile de participer aux réunions de producteurs, d'être au courant et au fait du marché, etc., de poser nos questions particulières. Après, dire que j'ai été plus protégée parce que j'étais en coopérative qu'en privé, je ne pense pas. Et puis, en soi, de toute manière, l'inflation, on a l'impact autant que notre coopérative. Donc, chacun s'adapte à sa manière, quoi. Après, ça n'a pas influé sur les marchés. Comme on en parlait, le lait bio est très nationalisé. Nous, on n'a pas ressenti du Covid des baisses de production ou des baisses d'achat. Enfin, nous, en tout cas, on nous a pas demandé de produire moins ou quoi que ce soit, quoi. C'est resté comme ça. Après, le prix, ça, c'est une autre question, mais... Justement, sur le prix, William, concrètement, comment tu négocies avec les clients? Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous de négociation tous les ans ou est-ce que ça se fait au fil de l'eau en fonction des besoins? Alors, habituellement, ça se fait toujours une fois par an. Donc, c'est applicable souvent au 1er janvier de chaque année. Et puis après, dans des contextes assez particuliers, comme on l'a vécu l'année dernière, en 2022, il y a eu une augmentation de tarifs qui s'est faite en cours d'année, en milieu d'année, pour ces produits-là, et notamment à cause de toutes ces inflations-là qui étaient liées notamment à l'énergie, mais aussi à tous les intrants que pouvaient absorber aussi les agriculteurs, et avec une forte augmentation là-dessus. Donc on était dans le devoir aussi de répercuter aussi ça à travers le prix du lait et forcément les prix des produits finis, quoi. Ce qu'encourage aussi la loi Egalim, de ne plus avoir une négociation annuelle, mais de revaloriser les prix quand il y a besoin au cours de l'année. Je crois que c'était dans le texte de loi aussi. Oui, ça c'est un engagement aussi. Et, dans la théorie en tout cas. C'est dans la théorie effectivement, mais après ça va quand même dans le bon sens des choses. Voilà, et c'est hyper important si on veut maintenir et sauvegarder notre filière, il faut il faut l'aider dans ce sens-là, quoi. Ouais. Justement, au niveau de tes clients, sur la partie les bio, on en a parlé hier avec Apolline, que voilà, au niveau des tarifs, c'est compliqué, etc. Quand tu négocies, est-ce que tu ressens qu'ils sentent qu'ils ont une forme de responsabilité dans la négociation parce que potentiellement l'agriculteur au bout de la chaîne peut être moins rémunéré et que là, on l'a dit, plus ça va, moins il y a d'éleveurs laitiers, bio encore plus parce que les installations s'arrêtent. Est-ce que tu sens qu'il y a cette conscience ou est-ce que finalement c'est le prix et après toi tu te débrouilles pour rémunérer l'agriculteur avec ce que tu as négocié? Alors, il y a à peu près 12 mois de ça, en fait, effectivement, on était plus sur des notions de prix. Avec ce qui s'est passé là, notamment avec 2022 et le milieu d'année, avec toute cette inflation assez généralisée, qui n'était pas propre uniquement sur le domaine de l'agriculture, mais au sens général, il y a vraiment eu une conscience de prise au niveau des acheteurs et du fait qu'il faille aussi rémunérer assez justement les agriculteurs. Pourquoi? Comme je le disais tout à l'heure, pour sauvegarder aussi une filière et puis pour maintenir aussi nos achats alimentaires, parce que sans les agriculteurs aujourd'hui, on n'est rien, quoi.
Oui, Donc, plus personne ne travaille après. Si exactement, l'amont ouais. s'effondre. Ouais, et puis je pense qu'on sous-estime aussi ce métier-là, qui est un métier qui a besoin d'être valorisé, et ça passe aussi par ça. Alors justement, c'est quoi les solutions pour Eurial? Est-ce que le bio reste une priorité et vous dites ben, il faut qu'on trouve des solutions pour continuer à le développer? Ou est-ce que vous dites bon ben tant pis, la conjoncture elle est comme ça et puis ça ira mieux quand l'inflation sera passée et comment vous vous organisez face à cette évolution de la demande? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a un contexte avec l'inflation où on est tous un petit peu perdus. Donc je pense qu'il faut là aujourd'hui retrouver un petit équilibre qui va peut-être mettre quelques mois. Après, le bio, pour nous, c'est quand même quelque chose d'engageant et d'assez prioritaire chez Eurial Agrial, parce qu'on y croit, parce qu'il y a une filière derrière, et puis il y a aussi des attentes de mieux manger demain, de mieux consommer, etc. Et pour nous, je pense qu'on va même essayer de faire évoluer notre gamme, notamment pour la RHD, par rapport à ça. Ouais. La RHD, c'est la restauration hors domicile, donc C'est exactement c'est ça, ouais. les restaurants, les cantines scolaires et tout ça. C'est un vrai levier pour vous, la RHD? Ça l'est d'autant plus, notamment sur le bio avec la loi Egalim, parce que là, c'est un vecteur de croissance, notamment pour développer de plus en plus de produits. Et voilà. Oui, parce que si toutes les cantines mettent 20% de produits laitiers bio dans leur... Voilà, même ou de ne produits serait-ce que bio, si on a une oui. petite partie, déjà, ce serait un bel Ça engagement. ouvre un marché. Voilà. Souvent, dans la tête des gens, bio égale bobo, je schématise, mais pas loin. Comment on peut faire pour que voilà, il y ait une frange de la population qui se détourne pas de ces produits, alors que peut-être qu'en rajoutant voilà, sur le lait, etc., c'est des centimes d'euros en plus, pourrait peut-être l'offrir, mais par l'image qu'a le bio, des fois, ça en détourne automatiquement parce qu'ils se disent que c'est pas pour eux. Comment on peut démocratiser un peu cette image du bio? Je pense que là-dessus, nous, on a encore des efforts à faire au niveau de la communication. Pourtant, il y a déjà eu un gros effort de fait à travers les PAC et autres. Mais je pense qu'il y a... il faut... On a encore des choses à faire sur ça pour faire ancrer ça un petit peu dans les consciences des gens, que c'est important, que manger mieux demain, c'est aussi à travers ce type d'alimentation-là. Effectivement, ça coûte un petit peu plus cher, mais ce n'est pas forcément sur les mêmes critères aussi de matière. Donc, c'est une conscience que je pense que l'on doit mettre à travers une communication bien ficelée, quoi. Et pour nous, sur le terrain, le bio, il a pris un grand tournant ces dernières années avec la vague de conversion qu'il y a eu. En fait, on a eu des producteurs conventionnels qui étaient très techniques, avec d'une productivité très importante, qui sont passés en conversion bio, et du coup, qui ont des attentes en bio, des mêmes propositions qu'ils avaient en conventionnel, quoi. En termes d'agrofourniture, ils ont des attentes techniques qui sont très élevées, quoi. Donc nous, le bio était quand même un petit peu un marché de niche où il n'y avait pas des grosses évolutions sur les pratiques de travail dans les exploitations. Et puis en fait, avec cette nouvelle vague-là, on s'est rendu compte que les panels d'agrofourniture, en nutrition animale, en semences, etc., se sont nettement développés. Et nous, on a une technicité qui est beaucoup plus importante en élevage bio aujourd'hui que mon papa serait là, il dirait il y a 25 ans, c'était pas du tout les mêmes productivités, quoi. Donc l'agriculture a beaucoup évolué aussi en agriculture biologique, tout en respectant bien sûr un cahier des charges qui est de plus en plus strict, quoi. Elle est devenue plus performante, c'est ça que tu veux Ouais, me voilà, dire. ouais. Et est-ce que justement c'est parce qu'il a conduit à la baisse des prix, parce que finalement plus il y a de volume sur le marché d'offres et plus les prix diminuent, c'est l'offre de l'offre et de la demande. Et est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de garder le bio comme un secteur de niche? Et en fait, se dire, voilà, il y aura X éleveurs bio et ensuite on n'autorise pas les conversions parce que en fait, sinon le prix va diminuer parce que mécaniquement l'offre va s'étendre et le bio va perdre de la valeur aux yeux du consommateur, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet comme ça? En fait, c'était nous, on a toujours répondu, enfin les personnes du métier lait bio, en tout cas chez Agrial, ont toujours répondu à une demande des volumes sur le terrain, quoi. Donc là, la vague des conversions qui est arrivée, elle était tout à fait calculée pour répondre à une demande qui était croissante depuis quelques années, quoi. Et en fait, c'est le souci, comme on en parlait, de la loi Egalim, qui n'a pas forcément été respectée partout, et puis pour plein de raisons différentes, où les volumes n'ont pas été respectés, et du coup, en fait, tous ces volumes-là en trop sur le marché ne sont pas
pas consommés ou partent en conventionnel. Et c'est pour ça, quoi. Parce que si tout avait été respecté, la filière avait été organisée de manière à répondre à cette demande-là et maintenir un prix du lait qui était très bon, quoi. Mais on avait une augmentation, en tout cas tous les ans, de consommation bio dans les grandes surfaces et c'était vraiment les restaurations collectives qui étaient la deuxième étape, quoi. Mais Et finalement, en grande surface, ça s'est un peu effondré. La restauration collective n'a pas rempli le Covid contrat. est passé, l'inflation des énergies aussi. Enfin, on a eu malheureusement pas tout. Tout n'a pas été avec nous, quoi. Mais bon. Et William, est-ce que le bio est plus consommé, les produits laitiers bio sont plus consommés dans les villes que dans les territoires ruraux? Est-ce qu'il y a des différences comme ça aussi? Alors aujourd'hui, on n'a pas de panel qui nous permette de savoir un petit peu ces tendances-là. Donc je pourrais difficilement répondre par rapport à ça. Je pense que oui, peut-être que dans les centres-villes, moi plus personnellement, je dirais que oui, il y a peut-être plus une notion de consommer bio que sur des territoires un petit peu plus ruraux. Et encore, je trouve que l'impact et la prise de conscience, elle est quand même présente de manière uniforme sur tout le territoire. Et je pense que la consommation, même si elle est un petit peu baissée en GMS par rapport à ce que vient de dire Apolline sur toutes ces inflations qui ont pesé sur comment arbitrer nos dépenses, joue aussi sur demain. Donc là, je pense qu'il faut se laisser un petit peu de temps, mais ça va reprendre un petit peu et on va retrouver en fait des chiffres positifs sur le bio par rapport à tout ça. Et je reviens à la restauration collective. Est-ce que vous avez des réflexions aussi au sujet des conditionnements pour être plus adaptés à leurs demandes, peut-être de faire des choses en plus gros volume, j'en sais rien, des gros pots de yaourt par exemple qui mettent dans des ramequins. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des réflexions autour de tout ça? Alors aujourd'hui, effectivement, nous sur le bio, hormis le camembert, on n'a pas de produits destinés purement à la RHD. C'est des produits de la GMS qui sont utilisés pour la distribution en RHD. Donc les yaourts, par exemple? Les yaourts, c'est essentiellement ça. On a une grosse réflexion notamment sur l'ensemble de la gamme, que ce soit et les conditionnements en termes de volume plus important, pourquoi pas aussi des yaourts adaptés aussi à la RHD. Il y a toute une réflexion là-dessus, oui, sur laquelle on est en train de travailler et de plancher aujourd'hui. Pour finir, la question du marketing autour des produits laitiers bio, est-ce que tu le ressens ou pas forcément que les gens se posent des questions sur les labels? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez sur le marché? Oui, c'est quelque chose qui est présent. Moi, personnellement, je le vois bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a effectivement plein de labels, que ce soit régionaux, nationaux et autres, qui viennent semer un petit peu la confusion. Aujourd'hui, je pense qu'il devrait y avoir quelque chose de peut-être plus présent sur le terme bio en tant que tel, sans avoir tous les labels qui viennent un petit peu contrer tout ça pour que ce soit plus clair pour tout le monde et plus simple. Parce que le bio a du sens, mais aujourd'hui, il est perturbé effectivement avec tout ça. Ouais. Par contre, il amène quelque chose de différenciant et de bon. Donc c'est déjà une belle assurance. Et pour finir, il y a aussi la notion de transport, parce que j'ai vu que chez Auriel, vous aviez 4 plateformes logistiques, vous dispatchez 650 000 tonnes de produits par an partout en Europe. Enfin, il y a vraiment une vraie question logistique, ça doit être un casse-tête d'aller dans toutes les fermes, récupérer le lait, l'amener dans les centres de transformation, les redispatcher aux clients. Enfin, comment ça se passe? Alors c'est une très grosse organisation. Après, effectivement, une fois que les collectes est fait, il y a tout un dispatch qui est fait sur le lait, les orientations sur les usines et autres. Et une fois que les productions sont faites, effectivement, il y a ces plateformes-là en question qui permettent en fait d'éclater tous nos produits, de les distribuer. C'est quelque chose qui est bien calé chez nous en interne pour pouvoir répondre au mieux aux attentes et répondre aux demandes clients. Mais c'est un exercice et un jeu qui est pas si simple, qui peut paraître fluide comme ça, mais c'est une très très grosse organisation et qui demande pas mal de compétences. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt correctement. Ouais. Surtout qu'il y a une chaîne du froid à respecter, non? Ouais, une chaîne du froid, et puis il y a aussi la DDM des produits, c'est-à-dire la date limite de consommation qui arrive très très vite sur les produits frais, donc sur lequel il faut agir vite pour pouvoir livrer en temps et en heure, et puis éviter aussi des produits en dégagement. Donc c'est un exercice assez difficile. Est-ce qu'il y a des pics saisonniers, des moments où il y a beaucoup plus de produits laitiers à dispatcher, ou finalement est-ce que la consommation elle est assez stable tout au long de l'année?
On va avoir des pics, notamment sur des produits fromagers, notamment sur la période printemps et été, parce que là, il y a une consommation qui est plus forte sur de la restauration emportée, sur de la restauration même à table et autres. Mais hormis ça, c'est quand même des produits qui sont assez linéaires sur l'année, ouais, en termes de consommation. Et en France, parce qu'on a une vraie culture des produits laitiers en France. Ah oui, plus que tout, ouais. La consommation de produits laitiers, elle est assez forte. On a des linéaires qui sont assez longs et bien fournis, ce qui n'est pas le cas de d'autres pays ou même quand on va un petit peu au-delà de nos frontières. Ouais. On aime le fromage, le beurre, on aime le les fromage, crèmes. on aime la vie, on aime les bonnes choses et voilà, c'est important, quoi. Ouais. Et il faut espérer que les éleveurs laitiers continuent à nous produire du lait de qualité. Voilà, on va tout faire pour. Bon, mais je vais passer à mes questions de fin. La première, William, ce serait est-ce que tu aurais un truc pour nous pour qu'on étale notre séance au prochain repas entre amis quand il y aura un produit laitier bio sur la table? Oui, ça peut être sur la répartition en fait du lait bio sur au moins 3 familles, c'est-à-dire que le lait représente 25% en fait de cette répartition-là. Le beurre en représente 19% et puis le fromage 14%. Ok, donc en fait, 19% du lait collecté bio est transformé en beurre, 14% en fromage et 25% est gardé en lait classique, quoi, c'est ça? Voilà, en lait Ok. liquide. Voilà. Ok, eh ben, très bien. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'investir comme ça dans le monde agricole? Moi, ce qui me rend fier, c'est les valeurs que ça transporte. En fait, c'est comme je le disais, moi, je suis issu à travers en fait mon parcours d'une culture produit. J'ai aussi mes grands-parents qui étaient agriculteurs, donc j'ai une vraie notion de terroir, de culture, de la production, tout ça. Et puis après, moi personnellement aussi, c'est mes valeurs, c'est-à-dire que aujourd'hui, une production, ça passe aussi par des éleveurs, des producteurs, et c'est hyper important, et on a besoin d'eux pour demain, quoi. Et en vendant leurs produits, tu participes à leur Voilà, je participe aussi maintien. à leur métier, à leur maintien, et puis à la suite aussi, à l'avenir, quoi. Et dernière question, où c'est qu'on peut te contacter ou surtout suivre l'actualité d'Eurial? Alors sur Eurial, on peut la suivre sur eurial.eu Ouais. ou sinon sur eurialfoodservice.fr. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, Pauline, on se retrouve dans le prochain épisode pour voir Fabrice, qui lui est chef cuisinier dans une cantine scolaire, pour que on voit le bout de la chaîne et les personnes qui achètent les produits laitiers pour bio, pour voir quelles sont leurs contraintes. À très vite. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.